Cette tour, aujourd'hui encastrée dans l'église, était un angle du rempart, du réduit fortifié où se réfugiaient les habitants de Saint-Victor en cas de danger. Cette petite agglomération porte le nom de Le Lieu. C'est le village du XIVe siècle. Grâce à la thèse d'Élie Pélaquier, qui fut mon directeur de recherche à l'école doctorale, cette tour et ce village ont une histoire fouillée pour la période allant de 1661 à 1799. Ainsi, feuilletant les 2 volumes d'une véritable somme, on apprend que l'église lui a été accolée lors de sa construction à partir de 1665. Comme souvent, pour faire des économies de matériaux et de main-d'œuvre, l'église s'appuie sur le rempart et en partie sur la tour de Loum, comme vous pouvez le voir ici. C'était déjà le cas dans nombre de villages alentours, au siècle précédent, comme là, à Saint-Laurent-la-Vernède, ou ici, à Saint-Martin-de-Londres. Mais revenons à notre tour de Loum. Elle fait partie d'un ensemble de tours qui scandent la muraille et qui était au moins au nombre de 4, comme vous pouvez le voir sur cette modélisation 3D du fort. La hauteur actuelle a été atteinte par 2 surélévations qui n'ont guère défiguré la tour originelle, si bien que la hauteur de cette première tour se devine très bien. La puissance de ces fortifications peut étonner pour une si petite localité. Le financement en a été possible parce que toute la communauté s'est unie, je veux dire seigneurs, clergés et roturiers, et que ces derniers ont probablement, comme ailleurs, consenti à un impôt exceptionnel, peut-être un vingtin, c'est-à-dire le 20e des récoltes, pour rembourser les sommes engagées pour l'édification de l'ensemble. Ils auront également fourni l'huile de coude nécessaire à la construction des tours et des murailles, sous la direction de lapicides expérimentés. Si la tour servit à la défense des Saint-Victorins, elle eut une vie après les épisodes guerriers de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion. Lors de la première phase d'élévation, il s'agit, en 1714, de donner accès à la voûte de la nef de l'église afin de faciliter les interventions sur la toiture. Ensuite, quelques années plus tard, en 1723, on décide de transformer la tour en clocher. On l'élève donc encore pour que le son des cloches puisse porter le plus loin possible. On a vu dans de précédents microdocs combien les cloches composaient une véritable trame du monde à laquelle les habitants tenaient beaucoup. Élie Pélaquier y fait référence en décrivant tout le soin que les habitants apportent à la confection de la cloche qu'ils espèrent pouvoir pendre au clocher. Ce sera fait en 1739. Une horloge viendra parfaire l'édifice, une horloge qui scandera les heures civiles, celle de la science de la mesure, celle du travail. Aussi naturellement que cela constitue une exception, le premier étage de la tour est devenu la maison commune, l'hôtel de ville en quelque sorte, avec cette particularité de présenter des aménagements idoines comme ce banc circulaire fiché dans le mur de la tour et faisant le tour de la pièce ronde. Le rempart est encore visible, il impressionne encore. Le carcan qui permettait de punir les délinquants était scellé dans la muraille ici, devant la maison commune, où se prenaient les décisions de justice concernant la police rurale. L'entrée du fort se trouvait là, sous la tour de la Gardette, dont l'étroitesse du passage empêchait les charrettes de pénétrer dans l'enceinte.